Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Ça va et toi? Super. Alors déjà, présente-toi. Je m'appelle certes Mathurin, j'ai 35 ans, je suis humoriste, auteur et producteur de spectacles. Tu veux que je dise quoi d'autre? Ce que tu veux. Je suis Scorpion, je suis né le 11 novembre 86, le jour de paix. Genre vraiment identité totale. Ouais, de fou. J'aime bien ma date de naissance, 11-11. D'ailleurs, c'est mon chiffre préféré, le 11. Ok. Et du coup, t'es producteur. Ouais. Est-ce que déjà tu peux définir un peu ce qu'est le métier de producteur? Parce qu'on entend beaucoup ça, mais... Ok. Après, je pense qu'effectivement, en fonction des métiers, c'est pas la même chose. Moi, je suis producteur de spectacle. C'est-à-dire que je produis des contenus autour de l'humour toujours. Donc, je produis 3 types de formats, on va dire. Le premier format, c'est les spectacles. J'ai une marque qui s'appelle le One More Joke, par exemple. C'est une marque événementielle. On produit des spectacles de stand-up. Donc, l'élément fort, c'est la marque. Par exemple, on en produit à la Tour Eiffel, au Louvre. On en a produit au Grand Rex, au Cercle d'Hiver. Et dedans, on a les humoristes qui viennent. Il y a eu je sais pas, des gens comme Roman Fressinet, je sais pas moi, Fari, Jason Brokers, Jimo, des gens comme ça, Tania Dutel, Charles Soignon. Et donc là, on produit les spectacles. C'est-à-dire que les humoristes viennent au spectacle et c'est dans un lieu. Et la vibe, c'est qu'on se dit qu'on n'est pas là juste pour faire une soirée, mais pour créer un souvenir. Donc il y a une DA, il y a de la musique avec. Donc ça, c'est un spectacle. C'est une marque. Comme Solidays, c'est une marque. Tu vois, c'est un festival, mais c'est une marque avant tout. Donc je produis des spectacles en dur. Après, je produis des contenus également. Je produis le Sisplay Comedy Show, par exemple. Donc ça, c'est un contenu audiovisuel. C'est pour une télévision. Donc c'est un spectacle, sauf que c'est de l'audiovisuel. Et je produis également des contenus humoristiques. Par exemple, je produis une série, ça va? Ouais, ouais. Une série qui s'appelle En gradin pour Free. Donc là, j'ai écrit les vannes, j'ai écrit le scénario, et après, on donne le contenu, il donne une certaine somme, et on donne le contenu final, qui est une série de 20 épisodes. Donc tu vois, tu peux... ça, de la production. C'est d'être dès le début jusqu'à la fin. Tu dois produire un contenu final à la fin. Soit un spectacle, soit une série, soit un programme. Et c'est ça, de la production. Alors, j'ai plusieurs questions par rapport à ça, mais la première, tout bêtement, tu vois, par exemple, dans le milieu de la musique, Ouais. le producteur, c'est lui qui met l'argent. Est-ce que dans ton cas, c'est ça aussi? Ou c'est vraiment juste la production du contenu? Non, ça dépend. Les spectacles, c'est moi qui mets l'argent. Donc, parce que c'est ma marque. Donc, si je veux, faut que je loue le théâtre, faut que je loue, je paye les humoristes, faut que je paye la communication. Donc, dans ce cas-là précis, c'est tu produis, donc tu prends le risque, tu gagnes ou tu perds. Dans spectacle vivant, c'est toi qui mets l'argent. En audiovisuel, en général, c'est une commande. Donc, tu reçois l'argent et ensuite tu produis le contenu. Donc, ça dépend. En spectacle vivant, c'est moi qui mets l'argent. En audiovisuel et en série, c'est toi c'est le client qui paye. Ok. Ce qui m'intéresse souvent dans les profils comme les tiens, c'est quand tu fais un métier et que t'es derrière et devant, Ouais. si je puis dire, ce qui m'intéresse moi souvent, c'est de savoir comment tu arrives à vraiment séparer les deux, autant que pourtant pour les autres. Ouais. Je m'explique. Tu dois produire un humoriste ou un contenu. Tu sais ce que ça coûte, toi, en tant que créateur, de faire ce contenu, d'écrire des vannes, tu vois. Et en même temps, tu sais ce que ça coûte en tant que producteur et que ça coûte cher et tout. Comment tu arrives à séparer les deux pour laisser la liberté à l'autre ou en tout cas pour pas perdre toi aussi en tant que producteur? Tu mélanges un peu le cœur et la tête. Je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes qui aiment bien bosser sur les trucs que je peux produire parce que tu sais faire en sorte que tu crées un spectacle ou un contenu que tu aimerais voir. Et que si jamais moi on m'appelait en tant qu'humoriste, j'aimerais bien qu'on m'accueille comme ça, que je sois pas trop mal payé. Donc en fait, je pense que le fait que je sois humoriste, ça fait que je produis mieux. Je pense. Et inversement, le fait que je sois producteur, ça me force à être un très bon humoriste. Parce que j'ai pas le choix d'être. Si je suis mauvais humoriste et que je produis, j'aurais pas la crédibilité. En fait, les deux m'alimentent et me forcent à être bon dans les deux, et en mettant et du cœur et de la tête dans les deux. J'ai l'impression d'avoir trouvé le bon équilibre. Après, ça me force à travailler beaucoup plus, parce que je dois continuer à être bon et sur scène, mais les deux s'alimentent. C'est quoi qui est venu qui t'a amené l'envie de produire?
J'ai commencé par la production et ensuite la scène. Ah! Parce qu'en fait, à base, j'avais un resto. Il y a 10 ans, j'avais un resto sur les grands boulevards. Et on produisait il y avait des spectacles. C'était un bar à pizza avec deux potes à moi d'enfance. C'était en face du Jamel Comedy Club. Et en haut, on avait une petite salle. On dit, un jour, on vient, on fait des concerts et du stand-up. Donc, on a fait venir des humoristes comme ça. Il y a des gars qui venaient à peine de commencer, comme Lenny Mbunga, Paul Taylor, Alex Nguyen, Farid, des gens Boone qui venaient souvent et tout. Et en fait, à force de voir les humoristes monter sur scène, j'ai dit, ah, viens, on essaie pour voir ce que ça donne et tout. Et j'ai écrit des vannes, c'était nul. Et quand on a fermé le resto, l'adrénaline de la scène, en fait, et à force de voir des gens, je me suis dit, tiens, viens, on essaie. Et je suis parti au Panama Café à l'époque. Il y a un mec, il y a Paul Serré qui m'a fait venir un petit peu dans les Def Jam du Jamel Comedy Club. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc c'est d'abord la production, et ensuite j'ai fait de la scène. C'est intéressant, et ça me pose la question de comment... souvent, on demande aux gens comment ils démarrent, tu vois, et moi, je demande souvent aux gens comment vous avez démarré et tout. Mais là, toi, tu as vu des gens en direct, tu les as fait venir pour ce truc-là, et tu t'es dit, ah, je peux tenter. Est-ce que c'est vraiment ça? Tu t'es vraiment dit que c'est accessible autant que ça? Non, bon, je pense qu'il y a peut-être un truc déjà, enfin, je vais pas faire de la psychologie de moi-même, mais déjà, si je voulais qu'il y ait du stand-up, c'est peut-être que dans au fond de moi, je sais que j'aimais ça, je voulais peut-être en faire, tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être des petites étapes que tu te mets avant de... C'est peut-être pas... Si j'ai ouvert un resto et que, en face du diabète, il y a peut-être plein de raisons inconscientes qui fait que j'ai toujours écrit. Mais il y a des métiers, enfin, comme la scène et tout, tu te dis... en fait, c'est marrant que tu me fasses réfléchir à ça, c'est que je pense que dans tout ce que je fais, je mets plein de petites étapes pour me faciliter le chemin sans m'en rendre compte. Et au bout d'un moment, enfin, en fait, ça devient une évidence. Donc je pense qu'en fait, c'était logique. Quand j'ai fermé le resto, c'était sûr que j'allais continuer à faire de la scène. Parce qu'on disait que c'était juste une étape, en fait, avant d'arriver là où je voulais vraiment être. Et même la scène, bon, franchement, c'est le métier le plus incroyable que je peux faire. Mais je crois que c'est aussi une étape à quelque chose qui ira après. Ah ouais? Ouais. T'as d'autres idées pour après? Je sais pas si... On va pas en parler maintenant. Ok. Là où je peux comparer un peu avec le théâtre, c'est que, tu vois, au théâtre, très souvent, le texte, il est figé. Ce que tu travailles beaucoup, c'est la mise en scène. Ouais. Parce qu'en fait, il y a deux grosses manières. Ouais, il y a deux grosses manières au théâtre de travailler. Il y a l'écriture, des créations qui est un peu souvent une écriture de plateau. C'est-à-dire qu'on écrit en répétant. Ouais. Ou en tout cas, c'est un metteur en scène qui écrit sa création, tu vois. Et du coup, ce texte-là peut bouger un peu. Ouais. Mais au final, au bout de 6 mois de résidence, il te sort une version définitive, tu vois. Vous, votre résidence, c'est un plateau. C'est le Kevin de nos plateaux. Ouais, mais nous, il n'y a personne. Oui, mais en soi, en processus, nous, ces trucs, c'est qu'on travaille devant des gens, mais en soi, c'est la... Mais ça fait une grosse différence quand même. Ah oui, ça fait une différence. Ça fait une différence. Ils payent pendant qu'on travaille. Hein. Bah ouais, ouais, ça fait une grosse différence, tu vois. Nous, on est tout seuls, et à la fin, on dirait aux gens, c'est bon, on est prêt. Ouais. Là, vous, il y a un truc de je suis pas très prêt. En plus, ça arrive de le voir souvent, quand tu vois des humoristes en rodage, ils sont avec leur petit cahier, bon, je teste un truc, on voit si c'est bon. Après, ça dépend où, toi, on respecte le public. C'est là où, il y a les nouveaux comic clubs où c'est payant. Les gens, ils payent 15, 20 balles. Ce soir-là, je vais tester franchement une phrase. Parce qu'ils ont payé 22 balles. Mais quand c'est un truc au chapeau, ça sert aussi à ça. C'est l'énergie c'est comme quand tu vas à un rappeur, il va à un freestyle ou un truc. Ça sert à... Il va en concert, il va pas commencer à tester de nouveaux trucs. Ouais. Par contre, il y a les petits trucs, les trucs quand il va se jouer en soirée, en boîte. C'est là qu'il peut travailler un petit peu. Je vois. Les comedy clubs servent à ça. Et les gens, ils aiment aussi ça. Après, quand c'est des comic clubs payants, bon, tu respectes le public et tu vas pas commencer à faire 10 minutes de nouvelles vannes qui vont être un peu comme ça. Ouais, c'est un peu compliqué. Mais tu vois, je disais que, du coup, nous, c'est figé. Ouais. Ok. Encore plus, d'autant plus quand tu prends un texte qui est classique. Par exemple, là, je travaille sur une pièce qui est classique. Ouais. Le texte, il est déjà là. On va même pas le modifier. Ouais. Ce que nous, on va toucher, c'est la mise en scène. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est parce qu'on en parle beaucoup, mais les gens se rendent pas compte. Surtout pour le stand-up de nos jours. Ouais. Pour des mecs comme... On reprend les noms les plus connus, mais c'est plus facile pour tout le monde. Mais des mecs comme Jamel ou Gad ou Danny Boone et tout à l'époque, tu vois, la mise en scène, ça avait beaucoup d'importance. Ouais. Parce que presque, c'était du sketch. Bien sûr, c'était du sketch. Même Jamel qui était un peu moins là-dedans, mais finalement, c'était pas si loin, tu vois. Là, stand-up d'aujourd'hui, c'est vraiment toi, ton micro, t'es face aux gens. Les gens se rendent pas compte de la mise en scène. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? De quelle importance ça a en vérité? Il y en a. En fait, elle est plus minimaliste, elle est plus discrète, mais elle est là. Et tu prends quelqu'un comme Haroun ou Blanche Gardin, t'as l'impression qu'ils bougent pas, mais bizarrement, ils arrivent quand même à transmettre des trucs parce que la gestuelle, c'est un gros plan. Au théâtre, il n'y a pas de gros plan. Notre visage, quand tu regardes un truc à la télé ou dans un comedy club, tu vois la tête donc tu peux plus jouer avec
Chaque mouvement fait partie de la mise en scène. Donc c'est très minimaliste, mais c'est quand même très important. Moi, je sais pas, j'ai des moments que je fais des trucs avec le micro, où je tourne une fausse barre. Donc c'est des trucs qui ont l'air... c'est bien calé dans le truc, ça s'appelle un act-out en fait. D'ailleurs, en stand-up, on appelle ça un act-out. En général, une vanne, pour théoriser, c'est un prémisse, un développement, un act-out, une punchline. Et l'act-out, il est hyper important. C'est ce moment de jeu qui fait que si je te dis que je suis un enfant de 7 ans, j'ai juste changé ma voix et changé ma posture et tu vas vraiment voir un enfant de 7 ans. Ok. Et donc, elle est là. On dit des trucs, on arrive, on est tout seul. Donc, les gens disent le stand-up c'est juste un micro et une voix, c'est pas vrai. Parce que dis-toi, c'est comme si tu regardais un film et quand je te raconte une histoire, je dis que je suis dans un bar et tout, tu me vois dans le bar. Tu rentres dans le truc, c'est que la mise en scène que j'ai mis, elle t'est rentrée dans... C'est beaucoup les mots, mais c'est la gestuelle qui fait que tu vas rentrer dans ce bar. Ouais, je me souviens, il était 3h du mat, la meuf, elle me dit ça. Et là, ils vont voir le truc. Parce que la gestuelle, elle va te permettre de voir le truc. Ça veut dire ce que tu me dis, c'est que tout est calculé en vérité. Tout est calculé. Il n'y a rien au hasard. Rien n'est au hasard. C'est-à-dire que chaque fois que tu vois les en fait, c'est ça la particularité du stand-up et de l'humour, c'est qu'on doit avoir l'air comme si on improvisait tout. En fait, les gens ils pensent qu'on est comme ça, sauf que mais c'est comme la danse en fait. Quelqu'un qui danse hyper bien, c'est parce que tu danses, qui fait l'impression qu'il danse, il fait ce qu'il veut, il a l'air à l'aise, c'est parce qu'il connaît ça. C'est par cœur. Plus tu connais ton texte et ta maîtrise par cœur, plus t'as l'air à l'aise. À chaque fois, je sors de scène, je fais ouais, c'était de l'impro ça. Ouais, c'était de l'impro. Oui, bien sûr. Ouais, c'était de l'impro, bien entendu. C'était pas de l'impro. Ou même si c'était de l'impro, c'est parce que j'ai tellement vécu cette situation-là qu'aujourd'hui je sais comment la truc. Et on doit toujours avoir l'air d'être et ton pote et un comédien. Donc on est toujours entre... C'est ça qui rend le truc intéressant et en même temps un peu difficile, c'est que... Mais moi, je pensais pas autant, tu vois, tu m'éclaires vraiment sur la mise en scène, c'est que je pensais pas autant que, comme tu me dis, par exemple, on voit... Moi qui regarde beaucoup de stand-up, je vois souvent les mecs parce qu'ils ont des micros, pour ceux qui ne connaissent pas, Ouais. ils ont des micros sur des socles et qui se vissent en fait, Ouais. pour les baisser ou les agrandir. Et souvent tu les vois resserrer un peu, tenir le micro comme s'il était... Ouais, bien Ça c'est joué en fait. évidemment. Souvent on demande un tabouret. Moi j'ai un sketch où je fais un tribunal. J'ai juste un tabouret. Mais tu rentres dans le truc. Je fais... Tac, t'entends le tac, 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 le marteau du gars. Je m'assois. Ok, on est dans un tribunal là. Après, je fais mes trucs. Et c'était très minime. Mais notre travail, c'est ça, c'est avec très peu, arriver à faire entrer dans le... Ce serait plus facile si je faisais ça, j'avais un décor qui arrivait. Mais on n'a pas ça, en fait, du stand-up. Donc, il faut qu'avec nos peu de mots et nos peu de gestes, on rentre dans le truc. Mais alors là, c'est là où vraiment... Je sais pas comment dire. Je vais pas te valider, mais là où il y a vraiment des similitudes très fortes avec le théâtre, c'est qu'en vrai, au théâtre, ce qui se passe vraiment, c'est dans les actes minimalistes. Bien sûr. Tu vois, je raconte souvent aux gens, j'en parle souvent avec des amis et tout, mais tu vois, quand moi je suis sur scène, je joue un personnage, et imaginons mes cheveux me grattent. Ouais. Si mon personnage ne se gratte pas, je Ouais. peux pas me gratter. Ouais, bien sûr. Parce que sinon, ça veut dire quelque chose. Évidemment. Tu vois, c'est à ce point-là de Évidemment, détail. évidemment. Et moi, je pensais pas que pour vous, c'était autant. Mais évidemment. Tu vois. Bah, un truc tout bête, la porte de base, c'est que le public, il pense toujours qu'on les regarde. Ouais, tu me regardes, mais jamais. Ils pensent, mais non. Ouais, de ouf. On voit rien. Mais on donne l'impression de vraiment être là, alors que c'est du jeu. Mec, je te vois pas. Mais je fais comme si je te parlais réellement. Donc c'est minimaliste, mais... Et du coup, pour indiquer aux gens, quand vous voyez des stand-uppers dire allume la salle, c'est parce qu'en fait les éclairages font que vous êtes dans le noir. On Au voit théâtre, rien. c'est pareil, on vous voit pas. On voit pas les gens. On voit pas les gens. Il y a 10 ou 1000 personnes, on voit Ouais, pas. on voit pas, c'est un mur noir devant C'est nous en ça. vérité. On voit genre le premier, deuxième rang et derrière on voit Ouais. pas. Mais comme on sait que le regard est important, on donne des faux regards pour que les gens aient l'impression de croiser notre regard et ils rentrent dans l'histoire. Et par exemple, j'ai un moment où je fais un sketch où j'ai mis Jeff Bezos qui est devant 1,7 million de personnes. Je parle comme si c'était devant 1,7 million de personnes. Il n'y a pas 1,7 million de personnes. Ouais. Je regarde des endroits où il n'y a personne. Ouais. Mais ça rentre les gens dans le truc. C'est vraiment les petits détails qui font que... T'as jamais pris de cours de comédie? Non. Enfin, il y avait un cours peut-être au tout début, parce qu'en fait, dans mon resto, il y avait des cours de comédie, et j'écoutais, en fait, les cours. Vous voyez comment ils faisaient un petit peu. Mais, et c'est aussi pour ça que je joue beaucoup, c'est que ça me permet et je me réécoute, et je me filme, de modifier moi-même, de regarder, enfin, putain, j'étais nul, pourquoi ça marche pas? Mais oui, pourquoi je vais à gauche? Je devrais aller à droite. Donc, je le fais un peu moi-même.
c'est l'avantage qu'on a de pouvoir beaucoup jouer aussi, c'est que chaque humoriste est toujours son téléphone sur le côté, et tac, on écoute, ah, il y a trop de mots là, il y a trop de trucs, et on réécoute, on modifie. Alors, c'est pas une question que j'aurais pu poser, comme tu dis, à un mec qui fait de la musique ou à d'autres gens qui... À beaucoup d'artistes qui pensent au move d'après, ça arrive souvent en vérité. Mais c'est toi qui prends, vu que c'est toi qui es là. Comment être sûr qu'on va être pertinent, sachant que, sans faire trop de philosophie physique, mais t'es pas encore dans 6 mois, t'es pas encore en novembre. Peut-être que ce que t'as en tête là, ça sera plus pertinent dans 6 mois. Parce que le monde aura changé, parce qu'il sera passé des trucs, parce que les gens auront changé d'état d'esprit. Ouais, mais c'est la manière dont j'écris, c'est anthropologique, c'est-à-dire que c'est intemporel. Ok, je vais compléter. Excuse-moi, je te coupe avant que tu démarres vraiment ta réponse, mais imaginons, 6 mois avant MeToo, t'avais déjà pensé à un spectacle sur les femmes, avec plein de vannes un peu sexistes et misogynes, ok? Personne aurait pu prédire MeToo et Weinstein. Personne n'aurait pu prédire. Même pas 6 mois, c'est trop long. 3-4 mois. T'avais déjà prévu tes dates en Suisse et tout. Pam! MeToo. Pendant 2 mois avant que tu joues, sur Internet, tout le monde est là-dessus. Ok? Toi, t'as déjà pensé à tes vannes, t'es déjà parti 2 mois en résidence, t'as écrit ton spectacle en entier, t'as déjà 6 dates de prévues. Comment on fait? Tu vois ce que je veux dire? Si t'as un spectacle entièrement misogyne, c'est que t'as un problème déjà. Bon, déjà, mais c'est que t'as un problème. Mais tu vois ce que je veux il y a dire. quelques vannes, bah tu modifies. Là, Charlet Soignon, elle vient voir mon spectacle avant-hier. Donc, c'est une humoriste, peut-être que tu connais. Ouais, bien sûr. Une pote à moi. Et mon spectacle, elle kiffe et tout. Elle me dit, il y a cette vanne-là. Et ben en fait, ça continue à modifier. Tu vois, si c'est un truc, je peux le changer. Tu vois, je peux le bouger. Ce serait vraiment cataclysmique si... Et s'il y a vraiment un moment où il y a un bordel mondial, et ben mon spectacle n'aura même pas de partie. Non, s'il y a un confinement, mon spectacle, je vais même pas le jouer. Mais la manière dont j'écris, c'est pour ça que j'aime aussi l'humour, c'est que l'amour dans un spectacle, c'est universel. L'argent, c'est universel. L'enfance, c'est universel. Je peux pas... c'est inconscient. En même temps, c'est peut-être le fait que je sois producteur et que j'ai une vision un peu du marché. Je vais avoir du mal à créer un truc qui est que sur une période et qui peut se démoder. Qui est trop clivant. Ouais, déjà trop clivant, ça fait pas partie de ma manière d'écrire. Il y a des potes à moi, ce qu'ils font, c'est pas du tout ma manière d'écrire. Moi, toi, là, vendredi, je joue mon spectacle, il y a une classe de 20 lycéens de 15-16 ans qui sont dans la classe. Des petits gars d'un lycée professionnel et tout. À côté, t'as des darons 65 ans. Ça, c'est mon humour. C'est-à-dire que, en fait, les gens, ils apprennent plein de trucs. C'est bienveillant. Tu peux emmener, il y avait des meufs voilées, il y avait des darons avec leurs enfants. Pas grave, tu peux venir. Il y a peut-être des mots parfois et tout. Mais la manière dont je suis assez consensuel. Je suis pas consensuel juste pour pas avoir d'embrouille. Je suis juste... je suis universaliste un peu, toi, dans la manière de penser le truc. C'est ton état d'esprit à la base. C'est mon état d'esprit à la base. Donc, c'est vrai que je pense même pas je peux avoir de problème, même la manière dont j'ai... Et ça fait que, d'ailleurs, on m'appelle aussi beaucoup pour ça. C'est qu'on sait que... Je pense pas de problème. Mais c'est pas genre, je suis un bolos, c'est pas ça du tout. C'est que... Je sais pas... J'ai pas cette... J'ai cette rage, surtout sur la justice, mais ma manière de travailler, elle est différente. J'intègre bien la tête des gens. J'ai la rage de plein de trucs. Adama qui est mort, c'est un petit chez moi. J'ai la rage de plein de trucs, mais j'ai pas le head brut frontal parce que je pense que c'est pas ma manière de bosser. Par contre, je vais être à l'intérieur. Je vais créer des clubs d'échecs autour du truc. Je vais faire les trucs que je peux avec Assa. Mais j'ai pas besoin d'être revendicateur. Ça fait que je suis tranquille parce que j'ai une vision assez long terme et donc je pense même pas à ça. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Du coup, forcément, tu penses quoi du discours qui est l'artiste doit forcément, en tout cas, il a comme idée de devoir faire réfléchir les gens. Il a comme idée de devoir être porte-parole, porteur d'un message. Il a comme, tu sais, il n'y a pas très longtemps en plus, avec tout ce qui s'est passé avec le Covid et tout, on a reproché beaucoup à tous les artistes en vrai, de tous bords, tu vois, c'est une question qui revient beaucoup en ce moment, j'ai l'impression, on vous entend pas assez, tu vois, avec tout ce qui se passe politiquement, avec le Covid et tout, socialement et tout, on vous entend pas assez, vous êtes où? Parce qu'on a dans l'idée que les artistes, ils doivent être, tu vois. Toi, avec cette manière-là, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on te fait souvent là aussi la remarque de « Ouais, mais toi, certes, t'es trop gentil, frère. »
Ouais, on peut l'entendre. Je pense que déjà, bon, c'est une personnalité. Tout le monde n'a pas la même personnalité. Ouais. Mais déjà, notre taf, c'est la scène. Ça, les gens qu'on invite sur les plateaux télé alors que c'est pas leur taf, ça, il y a une chance sur deux que ça se retourne contre lui. Ouais. Et on n'est pas bête. Je vais me foutre à BFM TV, j'ai une chance sur deux de me faire défoncer, que ma face, je suis pas teubé. Donc, notre taf, c'est la scène. On joue 35 fois, 40 fois par mois. Tu veux entendre ce que j'ai à dire? Viens. Tu vois ce que je veux dire? Viens, va voir le spectacle. Si tu veux entendre un mec, écoute ses chansons. Je sais plus qui disait ça. Ouais, j'ai rien à dire en interview, j'ai dit tout dans mes albums. Notre taf, il est là. Donc, après, il y en a qui vont parler, pourquoi pas, mais c'est pas notre taf de base. Ok. Tu vois, c'est pas mon taf de base. Je vais faire un peu plus, là, bah, tu vois, là, on discute. Mais parce que je me sens aussi bien, à l'aise, et parce que je sais qu'on va pouvoir discuter, et si les gens qui écouteront, ils entendront un peu le message. Donc j'ai un peu cet état d'esprit-là. Après, je pense que dans toute cause, dans toute fight, moi j'ai un gros fight sur l'injustice et sur les jeunes. Je bosse beaucoup, je préside 2 associations, un club d'échecs pour les jeunes de banlieue. J'ai un projet qui s'appelle Ma Cité va mater, dans lequel on fait jouer des cités entre elles. Et là, j'organise avec les petits un tournoi à la Tour Eiffel. Donc je fais mes trucs dans le terrain. En fait, il n'y a pas besoin de parler. J'ai pas besoin de parler. Dieu me voit, la vie me voit, et je fais ce que j'ai à faire. J'ai pas besoin de mettre en avant. Il y a des gens qui ont besoin, mais d'autres, c'est les gens du terrain qui parlent. Les politiciens, ils parlent beaucoup, hein, surtout dans la télé. Hein. C'est pas les gens qui résistent le plus. Hein. C'est vrai. Une société, c'est le climat de scène, c'est des petites associations de quartier, c'est eux qui. Alors on les voit pas, eux. Hein. Et j'ai un peu cet état d'esprit-là. Ok. J'ai pas besoin de montrer. De revendiquer et Non, tout. pas Ouais. besoin. Après, je dis pas que c'est pas utile. Il en faut. Toute cause, il faut. Comme on dit, pour la cause, par exemple, des Noirs aux États-Unis des années 60, il fallait un Martin Luther King et un Malcolm X. C'est vrai. Il faut le mec posé qui a la vision un peu long terme, et il faut celui qui défonce. Ouais. La Révolution française, il faut celui qui coupe la tête du roi et celui qui crée la Constitution. Ouais. Pour toute cause. Clairement. Moi, je serais plutôt celui qui crée la Constitution. Ok. Je serais pas celui qui couperait la tête du Et roi. tu fais partie de la révolution quand même. En Mais vrai. tu fais partie de la Ouais, Révolution. je capte très C'est bien. juste qu'on te voit pas, mais t'en Mhm. fais partie. Ouais, je capte très bien. Tu vois, et chacun sa place. En fonction de ce que la nature t'a donné comme énergie, chacun sa. Ok. C'est tout. Archi clair. Bah écoute, on va conclure du coup. Ok, Pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. je t'écoute. La première, c'est ton objet favori. Mon objet favori? Ton labello. Non, un critérium, le critérium. Ton critérium pour Ouais. écrire. Ouais, oui. T'es un J'écris vrai, au t'es un critérium. mec du papier. Ouais, le papier, c'est le critérium. Ok. La deuxième, c'est une œuvre inspirante pour toi. Harry Potter. Les livres Harry Potter, incroyable. C'est de l'écriture de ce truc. La manière tu rentres dans un univers et que tu arrives à tenir des gens pendant autant d'années, c'est l'écriture, la profondeur est incroyable. Je suis d'accord, Harry Potter, c'est ouf. Et la dernière, c'est quelle qualité devrait avoir selon toi un créatif? La curiosité. Faut être curieux, il faut que le monde, ce soit un terrain de jeu. Tout est intéressant. Apprends, écoute les gens. Parfois, c'est pas intéressant. Pour l'instant, ce sera peut-être intéressant plus tard. Faut être curieux. C'est ça, et on a la chance. D'ailleurs, c'est même pas une qualité, c'est indispensable. Si tu veux être un bon artiste, il faut que tu sois curieux. Parce que tout existe déjà. Par contre, on recrée à partir de ce qui existe, et la manière de pouvoir associer et de créer une nouvelle œuvre, c'est de croiser des choses. Donc la curiosité, c'est hyper important. C'est ce que je conseille aux humoristes. Sois curieux. Je sais pas pourquoi, mais regarde ça. Ouais, mais ça m'intéresse pas. Regarde. Sinon, tu vas faire la même chose que les autres. Clairement. Je suis d'accord, la curiosité, c'est vraiment la base, même je dirais une des bases vraiment. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi pour l'invite, c'était très cool. Likez, abonnez-vous, partagez. Je vais mettre dans la Likez, description abonnez-vous, Clairement, je vais mettre dans la description le lien vers ton compte. Ouais. Pour que les gens viennent te voir en vrai. C'est Bon. ça qu'il faut. De fou, C'est ça qu'il faut. Que les gens viennent te voir en vrai. Venez vraiment. en vrai. Vraiment, même si vous voyez rien sur son compte, allez voir en Il y a vrai. plein de Faites-vous. trucs. Il y a plein de trucs. sur mes Non, mais comptes. tu vois ce que je veux dire, c'est que moi, je milite. Ouais. Parce que moi, c'est mon métier aussi. Bien sûr. Tu vois, je milite. En toi, c'est encore plus dur parce que tu fais du théâtre. Tu mets rien sur le. Je mets rien. Tu peux rien mettre. Tu vois, je mets rien. Nous, Mais on je peut milite. mettre. Venez nous voir. Ouais. Faites-vous. Certes, ça prend du temps. Certes, il faut mettre un peu d'argent et tout. Mais vous aurez passé un moment, vous serez sorti de la routine, vous serez sorti de votre téléphone. Venez. Vous aurez créé un risquer. souvenir. C'est ça, venez risquer de créer un mauvais souvenir. Ouais, Même ça sera mais- drôle avec vos potes, c'est pas grave. C'est quand même un souvenir. Voilà, c'est quand même un souvenir. Donc, je vais mettre tout pour qu'on vienne te voir. Yeah, merci. Et merci beaucoup. Merci à toi. À la prochaine. Ciao.